Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e capsule vidéo. Comme annoncé à la fin de la dernière vidéo, nous allons consacrer cette capsule à la toiture de notre projet. Nous allons entre autres parler des différents types de charpentes, mais aussi des détails techniques majeurs liés à la toiture. Nous essaierons également de comprendre comment est réalisée l'étanchéité et la couverture d'une toiture. D'ailleurs, avant de nous replonger dans le modèle 3D, je voudrais prendre le temps de vous expliquer brièvement les différentes possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on est en présence d'une toiture en pente. Si on se trouve en présence d'un projet assez petit ou d'un projet comprenant des murs porteurs permettant d'avoir des pointes de toiture intérieures, on peut éventuellement se passer de charpente en bois et faire reposer les pannes directement sur les murs en maçonnerie. Si ce n'est pas le cas ou si la distance entre les murs de refend est trop importante, nous n'aurons pas d'autre choix que de mettre en œuvre une charpente en bois. La charpente en bois est l'ossature de la toiture, son squelette en quelque sorte. Elle repose sur la maçonnerie et permet de soutenir les différentes couches qui composent la toiture. Il existe deux grandes familles de charpentes en bois, les charpentes traditionnelles et les charpentes industrielles. La ferme de charpente traditionnelle est un assemblage de plusieurs pièces en bois triangulées, destinées à remplacer les murs porteurs et donc à reprendre les charges de la toiture à la place des 10 murs porteurs. La charpente traditionnelle est composée de plusieurs pièces en bois, généralement de grandes sections, qui comportent chacune un nom bien spécifique. La charpente traditionnelle classique ne nous permet pas d'avoir des combles aménagés, puisque, comme on peut le voir sur ce premier schéma, l'entrée est trop bas et empêche le passage. Par contre, il est tout à fait possible de modifier la composition classique de la charpente en utilisant une entrée retroussée afin de créer des combles aménageables. C'est ce qu'on peut voir sur le second schéma. La ferme de charpente industrielle ou préfabriquée est également un assemblage de pièces en bois triangulées, mais cette fois assemblées en usine. Les fermettes préfabriquées sont moins épaisses et donc plus légères qu'une charpente traditionnelle. Les fermettes sont montées en usine et acheminées sur chantier en camion. Elles sont ensuite mises en place à l'aide d'une grue. L'espace entre deux fermettes préfabriquées est de maximum 60 cm. Les pièces métalliques que vous voyez sur les fermettes préfabriquées sont des connecteurs. Ce sont des pièces plates et dentelées en métal qui servent à assembler deux éléments en bois de la fermette. La charpente industrielle peut également être réalisée de façon à créer des combles aménagés. Elle s'adapte en fonction de la demande. Dans le cadre de ce projet, nous avons justement choisi de travailler avec des charpentes préfabriquées. D'ailleurs, en parlant du projet, je vous propose de reprendre notre modèle 3D pour suivre les étapes de la construction de la toiture. Approchons-nous un peu du dernier niveau. La table de compression du plancher étant suffisamment sèche, les fermettes peuvent être placées. Pour cela, on commence par positionner les 4 sablières. Ce sont sur ces éléments en bois que viendront reposer les fermettes préfabriquées. Une fois les sablières posées, mises à niveau et fixées, nous pouvons passer à la suite. Comme expliqué précédemment, les fermettes de charpente sont acheminées depuis l'usine et posées sur les sablières à l'aide d'une grue. Celles-ci sont fixées à leur base à l'aide d'équerres métalliques et à leur sommet par la fêtière. Certains éléments de contrevêtement sont parfois ajoutés afin de s'assurer que les fermettes ne se renversent pas sous l'effet du vent. L'ossature de la toiture est montée, enfin presque. Pour finir entièrement la charpente, il faut fixer ce qu'on appelle une échelle de pignon aux extrémités de la toiture. Concrètement, l'échelle de pignon est un assemblage de pièces de bois qui se fixe directement sur les fermettes, généralement sur les deux dernières. L'échelle de pignon sert à créer un débordement qui permettra de venir couvrir l'isolant ainsi que la finition du pignon. Il est maintenant temps de se plonger un peu plus dans l'aspect technique de la toiture, notamment en faisant un point sur deux détails techniques de raccord entre l'isolation de la toiture et celle de la façade. Il est important de les comprendre et de savoir les dessiner pour éviter les problèmes sur chantier. Pour mieux vous expliquer cela, je vais utiliser des formes temporaires qui représentent les couches d'isolant. La forme bleue correspond à l'isolant de la toiture, qu'elle soit souple ou rigide, tandis que la forme jaune correspond à l'isolation des façades. Ici, vous pouvez comparer le dessin technique en 2D avec le modèle 3D. Comme vous pouvez le voir, la pointe de maçonnerie est un peu plus basse que les fermettes, ce qui permet de faire passer une plaque d'isolation au-dessus de la maçonnerie afin qu'elle soit en contact avec l'isolant du pignon. La continuité de l'isolation est ainsi assurée. Attention, quelques petites remarques pour ce détail. Il est obligatoire que l'épaisseur de contact entre les deux isolants soit d'au moins la moitié de la dimension de l'isolant le moins épais. Il existe une autre solution plus connue pour assurer la continuité de l'isolation. Il faut réaliser la partie supérieure de la pointe de maçonnerie des pignons au moyen de blocs à coupure thermique, style bloc Ytong. Les blocs à coupure thermique seront ainsi en contact avec l'isolant de la façade d'un côté et l'isolant de la toiture de l'autre.
Le détail technique doit être dessiné comme sur le schéma ci-contre. Le bloc à couverture thermique en vert fait la liaison entre les deux isolants en orange. Pour cette mise en œuvre, il faudra veiller à ce que l'élément de coupure thermique ait une conductivité thermique, la valeur lambda, inférieure ou égale à 0,2 watts par mètre Kelvin. Nous avons vu le détail entre l'isolation de la toiture et du pignon. Dirigeons-nous maintenant vers le pied de versant pour étudier un nouveau détail. Ce détail est un peu plus connu et facile à comprendre, mais pas toujours évident à réaliser. La seule chose à retenir ici est de toujours parvenir à faire entrer en contact l'isolation de la toiture, qu'il soit souple ou rigide, avec l'isolation de la façade. Sur le dessin technique ci-contre, l'isolant rigide de la façade remonte assez haut afin d'entrer en contact avec l'isolation souple de type laine de roche de la toiture. L'isolation souple, quant à elle, est placée jusqu'au pied de versant afin d'être suffisamment en contact avec l'isolation rigide. Quoi qu'il en soit, retenez toujours cette règle simple quand vous dessinez votre isolation. Celle-ci ne doit jamais être interrompue. Vous devez pouvoir poser votre crayon à un endroit, suivre votre couche d'isolant et revenir au même point sans lever votre crayon. Là où le crayon se lève, c'est un nœud constructif potentiellement non conforme. Un autre point important auquel doit répondre la toiture est son étanchéité à l'eau. C'est la membrane de sous-toiture qui s'en charge. La membrane de sous-toiture est une couche protectrice qui se place entre la couverture et l'isolation afin de protéger le matériau isolant et la structure de la toiture contre les possibles infiltrations d'eau de pluie, le vent et la potentielle condensation de la couverture. Cette membrane de sous-toiture se compose en réalité de plusieurs bandes imperméables qui se superposent de minimum 10 cm et qui sont fixées directement sur les chevrons. Pour le sens de pose, la membrane supérieure passe par-dessus la membrane inférieure en la chevauchant de 10 cm et ainsi de suite. Cela permet de faciliter l'écoulement des potentielles infiltrations d'eau de pluie jusqu'au bas de versant de toiture. Par-dessus cette sous-toiture, on viendra placer un contre-latage sur les chevrons. Le contre-latage est toujours parallèle au chevron afin de faciliter l'écoulement des infiltrations d'eau vers la gouttière. Un latage horizontal empêcherait tout simplement les infiltrations d'eau de s'écouler dans la gouttière. Un des rôles principaux du contre-latage est d'assurer une bonne ventilation de la toiture en créant un interstice entre l'isolant et la couverture. Un latage horizontal, qui servira de support à la couverture en ardoise, sera fixé sur le contre-latage. La pose des gouttières des versants de toiture est également réalisée à ce stade. En parlant de couverture, voici quelques petites explications sur les ardoises. Tout d'abord, la couverture en ardoise est la dernière couche de notre toiture. C'est elle qui protège notre toiture des intempéries. Concernant la pose des ardoises, le point primordial à respecter est le fait que les ardoises supérieures recouvrent toujours les ardoises inférieures pour faciliter l'écoulement vers la gouttière et éviter les infiltrations d'eau. Pour être tout à fait précis, comme on peut le voir sur le schéma de gauche, l'ardoise du premier rang sera partiellement recouverte d'environ 2/3 par l'ardoise du deuxième rang et de plus ou moins 1/3 par celle du troisième rang. Généralement, les ardoises sont soit clouées, soit maintenues par des crochets. Dans le cas d'une fixation par crochet, le crochet du bas sert à maintenir l'ardoise. Les deux crochets latéraux empêchent l'ardoise de tourner et le crochet du haut permet de fixer l'ardoise directement sur le latage. La toiture est pratiquement terminée, il ne reste plus qu'à l'isoler. Cette fois-ci, pour de vrai. Allons faire un tour à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Ici, nous avons décidé d'isoler la toiture entre les fermettes à l'aide d'un isolant souple, du type laine de roche. Évidemment, il existe bien des façons d'isoler une toiture. Plaque d'isolant rigide, matelas d'isolation souple, insufflation d'ouate de cellulose, etc., etc. L'important est de bien réaliser l'isolation, tâche qui n'est pas toujours simple au vu de nombreuses pièces de bois à devoir parfois contourner. N'oubliez pas ce qui a été dit un peu plus tôt dans la vidéo. L'isolation de la toiture doit toujours être en contact avec celle des façades et ne peut en aucun cas être interrompue. Après avoir placé l'isolant, on viendra réaliser la dernière couche intérieure, la membrane par vapeur. Nous avons vu l'isolation thermique, l'étanchéité à l'eau, et il ne reste plus qu'à aborder l'étanchéité à l'air. Le pare-vapeur est une membrane hermétique, toujours posée du côté chauffé avant l'isolant. Le rôle de cette membrane est d'empêcher l'arrivée et la stagnation de vapeur d'eau dans la toiture, ce qui pourrait grandement dégrader le matériau isolant et réduire ses performances. Le pare-vapeur doit être correctement fixé sur les fermettes et les autres éléments portants de la toiture. Il doit être le plus hermétique possible. Il est généralement accompagné de bandes adhésives spéciales permettant sa mise en œuvre dans les recoins les plus compliqués. Une fois le pare-vapeur correctement posé, une plaque de plâtre de finition de type Gyproc peut éventuellement être placée afin de finir proprement les combles. Et voilà, cette capsule vidéo sur la toiture de notre projet se termine ici.
J'espère que mes explications sur la toiture ont été utiles et que vous aurez compris comment se monte une toiture, ainsi que les détails techniques la concernant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de l'isolation et des finitions des façades.